diplomatie et la séquence Poutine-Macron. Cette fois, c'est à Saint-Pétersbourg. Et au palais Constantin, il y a un an, c'était la Galerie des Glaces à Versailles. Le président français et le président russe se retrouvent en ce moment. Ils ont prévu un long tête-à-tête. Les sujets de discussion et de désaccord ne manquent pas. On va le voir. Emmanuel Macron peut-il jouer donc cette carte de médiateur, être finalement un pont entre les États-Unis, l'Union européenne et Moscou? On va voir tout cela. Les ponts, on peut dire que le président russe s'y connaît un peu. On va voir aussi les images de cette inauguration du pont entre la Russie et la Crimée qu'il a inauguré et voilà, on va le voir, il a pris même le volant d'un camion pour se lancer sur ce pont qui fait, je crois, 19 km, qui est un des plus longs. Voilà. Alors, déjà, première question, est-ce qu'effectivement Emmanuel Macron va apprendre la modestie avec Vladimir Poutine, Vincent Jauvert? La modestie, c'est pas gagné, non. Non, mais il est en position, c'est vrai, favorable, puisque la France a quand même a toujours joué avec la Russie un rôle particulier. C'était l'alliance de revers avec l'Allemagne. C'est un pays membre du Conseil de sécurité, membre permanent du Conseil de sécurité, l'arme nucléaire, l'Europe. La France est maintenant le premier investisseur en Russie, même si c'est très peu, parce que la Russie est un tout petit pays économique, qui a la taille de l'Italie. Donc il y a des raisons, mais il faut voir quand même qu'il a été reçu après Merkel. Donc bon, voilà, on voit bien qui privilégie. Lui, Poutine. Poutine privilégie Merkel. Que Angela Merkel ait été reçue une semaine avant Emmanuel Macron. Et à Sochi. Avec des fleurs. Avec des fleurs, ouais. Et à Sochi. Et pas avec un chien, comme c'était le cas la fois précédente, un chien dont elle a très peur. Merkel a très peur des chiens et que Poutine, à dessein, l'avait reçu la fois d'avant avec son chien pour la mettre mal à l'aise. Là-dessus, Alexis, qu'est-ce qui peut gagner Macron et qu'est-ce que... Je pense que Macron, depuis le début, vis-à-vis de la Russie comme un certain nombre d'autres pays, il a un mérite, c'est d'avoir rompu avec une sorte de néoconservatisme un peu sommaire qui continue à parler qu'avec les gens gentils, il y a toujours combattre les méchants au nom de la morale. C'est vrai avec Poutine, c'est vrai dans une certaine mesure avec Trump, c'est vrai dans notre position vis-à-vis de l'Irak, c'est vrai avec l'Égypte. Bon, il fait mouvement vers une réelle politique beaucoup plus classique française qui était plus celle de Védrine, etc. Donc de ce point de vue, après, il ne faut pas surestimer ni nos forces, ni les résultats de tout ça. Il va voir Trump, il embrasse Trump sur les deux joues, mais à l'arrivée, il n'obtient pas de résultats sur l'Iran. Là, je ne suis pas persuadé qu'il y ait des résultats très concrets, si ce n'est celui de continuer à se parler, alors qu'il y a quand même 1000 raisons de ne pas se parler, parce que il y avait l'Ukraine, il y a eu la Syrie, où on est quand même allé bombarder les copains de Poutine, il y a l'affaire Skripal, où on a fait tous ensemble, Européens, des sanctions contre les Russes. Enfin, les sujets de tension sont quand même réels. Et c'est vrai que Macron, après Merkel, et c'est vrai que Poutine a choisi Merkel d'abord, rétablit d'une certaine mesure le dialogue. Le piège, à mon avis, dont il faut se défier, c'est que Poutine utilise ces tensions qu'il y a aujourd'hui avec Trump, notamment sur l'Iran, pour essayer de récupérer ou en tout cas de monter les Européens contre les États-Unis. Enfin, il y a un jeu qui n'est pas si simple, parce qu'au fond, c'est pas tellement que ça va mieux avec Poutine, c'est que ça va moins bien avec Trump, et ça change le jeu. Du coup, effectivement, les ambitions françaises affichées ne sont pas très ambitieuses. Il parle de dialogue franc et constructif, enfin on est en plein là-dessus, la barre n'est pas mise très haut. Écoutez, il y a un temps pour tout. Je crois que c'est important avec cette présidence de revenir à une approche probablement plus gaulliste, ou en tout cas gaullienne de la relation avec la Russie. Pour dire les choses clairement, depuis au moins Jacques Chirac, on s'est raté avec la Russie. On a laissé se développer une vision, une philosophie, une approche on a épousé une approche anglo-saxonne qui n'épouse pas les intérêts de l'Europe. On s'est raté depuis 1992, 1996, en laissant l'OTAN se déployer vers l'Europe de l'Est, en réveillant la paranoïa de l'ours russe. Et je ne dis pas que la France est coupable de ça, mais nous avons laissé faire. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec ce président, c'est qu'il va essayer de réaffirmer la voix différente, singulière de la France dans l'Union européenne. Nous sommes la seule puissance dans l'Union européenne à détenir l'arme nucléaire, ça, Vladimir Poutine le sait. Nous avons des intérêts stratégiques et une relation avec la Russie qui
qu'on le veuille ou non, du fait du terrorisme islamiste, du fait effectivement de l'allié américain, l'allié de toujours, qui est devenu imprévisible, erratique et même hostile à nos intérêts, aux intérêts de nos entreprises en Iran, eh bien, il va falloir faire mouvement, non pas aller à Canossa, mais faire mouvement vers la Russie, retrouver un dialogue. Il faut tout prendre avec la Russie, c'est-à-dire il faut les accueillir à Versailles, et il faut dire attention, on a tiré une ligne jaune sur l'utilisation des armes chimiques, donc on vous répond, mais pas de façon disproportionnée comme voulaient le faire les États-Unis, c'est-à-dire batterie de missiles de partout. On détruit les armes chimiques, mais après on reprend le dialogue. Il était temps. Vous êtes d'accord, Olivier Duhamel, sur le fait que les occasions ont été manquées depuis Jacques Chirac avec la Russie? Oui, et je pense surtout que entre la Russie et l'Europe, et particulièrement la France, il y a au moins 3 grands sujets sur lesquels il y a pour part des intérêts communs. C'est-à-dire que et la Russie et la France a en commun la lutte contre le terrorisme islamiste, et que donc c'est un sujet de rapprochement, de coopération possible. Et la France et la Russie ont intérêt à ce qu'un jour, quand même, l'atroce situation syrienne trouve une forme de règlement. Et là, la France est plus impliquée que les autres pays européens, ne serait-ce que pour des raisons historiques évidentes. Et je pense que la France et la Russie ont intérêt à ce que la situation ne se radicalise pas vis-à-vis de l'Iran depuis la dénonciation de l'accord par les États-Unis, et que donc ces 3 grands sujets sont, je ne dis pas qu'ils ont la même position exacte sur chacun de ces points, mais qu'ils ont pour part un intérêt commun à trouver une solution, donc à construire des compromis. À discussion. Je donne quelques réactions ou commentaires, et puis je vous redonne la parole sur le sujet dans un instant. Tout d'abord, sur la question, pensez-vous que Emmanuel... Alors la question, oui, elle est... Françoise qui nous dit qu'il soit déjà un médiateur dans son pays, qu'il défende sa police, notamment à Marseille. Julien Hermini, pensiez-vous vraiment qu'il allait honorer ce sommet? On revient sur la Corée. C'est un peu dans le désordre, mais le commentaire de Albert Gouvion, Macron ferait bien d'écouter davantage Poutine. Et la question qu'on avait posée sur Twitter à nos internautes, selon vous, Emmanuel Macron doit-il jouer le médiateur européen? Vous êtes 47% à estimer que oui, et donc une faible... Enfin, oui, plutôt oui, plutôt non, il ne doit pas se lancer dans ce jeu-là. Juste, Vincent Jauvert, c'est vrai que sur le nucléaire iranien, on n'a pas très bien compris. Enfin, les positions sont éventuellement conciliables ou non? Vous voulez dire avec la Russie? Avec la Russie. Ah bah, oui, elles sont conciliables, simplement sur le papier. Parce qu'en réalité, il faut voir que la France partage beaucoup de points de vue de Trump sur le nucléaire iranien. Je vous rappelle qu'on est à front renversé. Pendant toute la négociation, c'était la France qui était la plus dure. La France avait la position de Trump aujourd'hui, sur l'ensemble. Mais c'est vrai que c'était une autre politique. Oui, mais c'était une autre politique. Et ça la reste. Les gens qui sont au pouvoir, au Quai d'Orsay, au ministère de la Défense, à l'Élysée, sur ces sujets-là, sont les mêmes. Ce sont ceux qui s'appellent eux-mêmes la secte, qu'on appelle les néoconservateurs, ce terme que je ne partage pas du tout, qui considèrent que l'arme nucléaire est à manier de manière extrêmement sensible et qu'il faut tout faire pour qu'il n'y en ait pas d'autres que nous, en quelque sorte. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait tant de divergences que ça avec Trump sur le sujet réel du nucléaire, sur le nucléaire lui-même iranien. Et deuxième chose, faire mouvement vers la Russie. Je vous rappelle tout de même qu'on a des divergences qui rappellent la guerre froide au sens idéologique. Nous sommes en guerre idéologique avec la Russie et ses affidés en matière, et le président Macron le répète très souvent, en matière d'illibéralisme. Alors le mouvement, oui, diplomatique, mais pas trop loin tout de même. Faire mouvement vers la Russie, non. Alexis. S'agissant de l'Iran, je pense que Macron compte sur Poutine pour que Poutine convainque l'Iran de rester dans l'accord. Parce qu'au fond, nous, on dit on veut le continuer, cet accord. Trump s'en va, mais continuons. Et c'est vrai que là, il y a un intérêt commun des deux. Est-ce que ça continue des Russes et des Français et des Européens. Mais d'abord,
Et puis deuxièmement, rien ne Puisque les prouve... entreprises rien européennes n'approuve- partent. Voilà. Les entreprises européennes partent, donc il est mort. Par ailleurs, Il est mort, d'accord. si on s'intéresse à Poutine, jusqu'à présent, rien ne prouve que Poutine ait eu jusqu'ici la moindre influence sur l'Iran. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il soutient l'Iran qu'il fait faire quoi que ce soit aux mollahs. Les mollahs, ils font leur affaire. Et donc, s'ils ont envie de rester dans l'accord, ils y resteront. S'ils ont envie de sortir, ils en sortiront. Et par ailleurs, si nous continuons de faire des affaires avec les Iraniens, ce que les entreprises européennes légitimement souhaitent, on tombera sous le coup des lois américaines. Et ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais justement, Édouard Tétrault, oui, Bah. à ce que disait Vincent Jauvert sur les entreprises européennes qui se disent, sauf qui peut, ils préfèrent continuer avec les États-Unis que l'Iran. Je voudrais, Sur le point des entreprises. Oui, un peu plus que les entreprises. Compléter la liste que donnait Olivier Duhamel sur les intérêts communs que nous avons avec la Russie. J'aimerais bien en mettre un quatrième, qui sont les chrétiens d'Orient. Quand vous allez dans cette région, quand vous discutez avec le Vatican, aujourd'hui, le Vatican et cette région le déplorent, la seule puissance qui soutient, défende les intérêts, la vie des chrétiens d'Orient, c'est la Russie. Et il y a quelque chose qui n'est pas normal. Notre histoire, la présence que nous avons eue dans cette région, notre filiation, on dit si l'Europe est le vieux continent, alors que dire de l'Orient pour les chrétiens qui étaient là avant. Donc il y a un intérêt commun très fort. Au-delà d'une pratique, votre adjectif qui est connu, illibérale du pouvoir, effectivement, nous avons une vision un peu différente de l'exercice démocratique de la Russie. Mais nous avons des intérêts communs qui dépassent nos euros, qui dépassent nos entreprises, qui sont le sort des chrétiens d'Orient. Et je crois qu'il est temps de faire un mouvement et même de réparer les fautes diplomatiques que nous avons pu avoir en laissant se déployer un agenda qui n'était pas européen, qui était celui de l'OTAN. Mais j'aimerais bien aussi avoir votre point de vue sur les entreprises françaises qui disent, même si le sort des chrétiens d'Orient est effectivement important, les entreprises françaises qui disent « Oh là là, nous, les sanctions américaines, on préfère obtempérer tout de suite et malgré les tentatives de conserver une forme de commerce avec l'Iran. » Parce que l'impérialisme juridique américain est dangereux. Vous pouvez en parler à la BNP, aux entreprises européennes, françaises. L'amende record que la BNP avait... Donc il faut une réponse immédiate. Je conseille des entreprises, des dirigeants d'entreprises, je leur dis là, on ne joue pas avant le 5 novembre, vous sortez, désolé, vous n'avez pas le choix, sinon ça vous coûte trop cher. Après, il y a des réponses de moyen et de long terme qu'il faut commencer à mettre en place. Il faut arrêter d'utiliser le dollar pour les échanges commerciaux à l'intérieur de l'Union européenne. Il faut arrêter de payer, de vendre son pétrole, ses avions en dollars. Nous avons une monnaie qui est stratégique, qui est beaucoup plus solide et qui est beaucoup plus vecteur de nos valeurs et de nos pratiques, qui s'appelle l'euro. La dangerosité, l'impérialisme juridique américain qui est dangereux pour les entreprises commence par le dollar. Donc on vend ces dollars et on utilise l'euro comme monnaie. Voilà, mais ça c'est une réponse. Quand bien même on ferait ça, il suffirait qu'on envoie un mail en Iran qui passerait évidemment par un serveur américain pour que l'entreprise qui enverrait ce mail tombe sous le coup de la loi américaine. Donc il faut non seulement passer à l'euro, mais il faut renoncer à tous les serveurs américains, à tous les GAFA. Je suis tout à fait pour, mais c'est du boulot quand même. Vous avez raison, il faut construire ces infrastructures numériques, les avoir à nous. Ce que les Chinois, les Russes sont en train de faire. C'est moins imbriqué. Nous devons le faire. Et si l'Union européenne n'est pas capable de le faire de façon commune, nous les Français devons le faire. On ne peut pas être aussi dépendant d'une puissance étrangère qui, aujourd'hui, on le voit, est hélas hostile à certains de nos intérêts. On ne peut pas être dépendant sur le numérique. Olivier Duhamel, chrétien d'Irak, sanctions contre les entreprises européennes. Vous avez le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ce qui vient d'être dit? Oui, simplement, ça fait longtemps qu'on connaît ce système. Et donc déjà, sur ce terrain, l'Union européenne aurait dû s'y prendre bien avant pour prendre des règlements équivalents, les renforcer, faire le plus possible de transactions en euros, tout ce qui vient d'être dit. Là-dessus, comme sur beaucoup de sujets, on a trop cédé. Il y a une défaillance européenne. Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise, vous seriez à la tête de n'importe quelle entreprise française en Iran, vous partiriez tout de suite. Et puis si vous étiez à la tête d'autres, d'ailleurs, vous n'y seriez pas allé, comme beaucoup. Mais le message de Bercy était peut-être un peu naïf, non, ou faussement naïf, parce qu'ils ont dit oui, on va essayer de continuer, on va faire en sorte que vous puissiez continuer. La politique. Quand on dit on ne se laissera pas faire, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Pas grand-chose. Il avait été question de négocier quand même des exemptions avec les Américains, donc on pouvait espérer obtenir
un peu de marge de manœuvre, mais c'était un peu illusoire aussi. Et puis l'accord iranien, c'est un des derniers, mais si ce n'est le dernier, où la France a joué un rôle. Et donc, on aime bien rester dans ce cadre-là où la diplomatie française a joué un rôle. Mais il est mort, mais il est évidemment mort. Surtout quand la diplomatie française a la bonne ligne et la bonne position qui permet la paix, qui permet la... Il faut pas être... Autant on s'est raté avec la Russie de 1996, une époque très récente. Tout juste Chirac en 2003, avec les décisions avec Poutine sur la guerre en Irak tout de même. Non, mais on était très très proche de la Russie. Dans cette région, nous avons fait un sans faute depuis longtemps. Malheureusement, les faits nous donnent raison, mais les acteurs de la région, on n'a pas le temps de se parler des Saoudiens aujourd'hui, ne nous en donnent pas le crédit à ce jour. Et il faut continuer, il ne faut peut-être pas avancer tout seul, d'où l'importance de la rencontre avec Vladimir Poutine. Et puis il y a d'autres diplomaties qu'il faut agréger autour de nous. Quelques réactions ou commentaires encore. Aurélie Krips, chacun devrait balayer devant sa porte. François Stark, ça ce n'est absolument pas à Macron de jouer le médiateur européen. Betsy Raffin, toucher à l'Iran, c'est de provoquer une crise plus grave que le jeudi noir de 1929. Et G qui nous dit quand un président français parade dans le monde, c'est qu'il fuit son pays. La visite dure 2 jours, on aura peut-être l'occasion d'en reparler demain. On va parler aussi un peu d'Italie maintenant. C'est donc un juriste, un inconnu du grand public, peu familier du monde politique, qui devient président du Conseil anti-système en Italie. La Ligue et le mouvement 5 étoiles